Bonjour et bienvenue sur Conversation secrète, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste de bande qui se plaisait à filmer les bars et les cafés bondés, les maisons de vacances et les terrains boueux. Peintre de la France des années Pompidou et Giscard, il se fera l'observateur attentif de la fin des 30 Glorieuses, celle d'une bourgeoisie déphasée et d'une classe moyenne déclassée. On lui doit la rencontre de Romy Schneider et de Michel Piccoli, ou encore la découverte du compositeur Philippe Sard. On parle bien sûr de Claude Sautet, qui aura œuvré pour le cinéma pendant près de 4 décennies. Conversation secrète revient aujourd'hui sur ce réalisateur singulier, en s'attardant notamment sur 3 films caractéristiques de sa filmographie. Et pour en parler, aujourd'hui avec moi, Ismaël Delis. Bonjour Ismaël. Bonjour Yann. Claude Sautet est né à Montrouge en 1924 et c'est sa grand-mère qui l'introduira à la cinéphilie en l'emmenant voir notamment des films hollywoodiens. Les débuts au cinéma de Claude Sautet se feront après la guerre parce qu'il aura fait les arts décoratifs, il aura voulu être sculpteur au départ et puis il lui vient l'idée d'être monteur pendant la guerre mais il aurait dû intégrer les STO et pour y échapper il aurait été se réfugier dans le Jura. C'est finalement à la Libération qu'il est reçu à l'IDEC, aujourd'hui la FIMIS, et il y fait ses classes pendant 2 ans. En attendant d'intégrer un tournage, il se fait critique de jazz et on verra que sa passion pour la musique joue un rôle décisif dans son œuvre. Il est critique pour la revue Combat et c'est en 1949 qu'il entre dans le métier en tant qu'assistant de Claude Autant-Lara sur le film Occupe-toi d'Amélie. Il s'essaye ensuite au burlesque sur un court-métrage qu'il jugera naïf et raté, mais commence à se faire un nom et devient assistant sur de nombreux tournages. C'est par ce biais qu'il fera ses premières armes à la réalisation en 1955, remplaçant au pied levé le metteur en scène désigné Robert Derry sur le très oubliable et oublié d'ailleurs Bonjour Sourire. Il y dirigera Salvador, Cordy ou De Funès. S'en tenant aux indications de son prédécesseur, Claude Sautet ne considère pas que ce film soit son premier long métrage. Durant cette décennie des années 50, Sautet restera l'assistant sur de nombreux tournages, parfois prestigieux, comme sur Les Yeux sans visage de Georges Franju, et c'est sur Le Fauve et Lâché de Maurice Labro qu'il se retrouve une nouvelle fois à jouer les pompiers de service. Labro, en profond désaccord avec la star montante Lino Ventura, quittera le tournage avant sa conclusion, et Sautet en reprendra la direction. C'est Jacques Becker qui appréciera son travail sur Le Fauve et Lâché qui conseillera à Ventura de continuer à collaborer avec Sautet. Ce sera chose faite sur une adaptation d'un roman de Giovanni, Classe to Risque, qui marquera le premier film de Claude Sautet à la réalisation. Classe to Risque, donc, qui est réalisé en 1959, je crois, et qui sort en 1960 sur les écrans. C'est donc l'adaptation d'un roman de José Giovanni, un roman noir, un peu dans la lignée de ce qu'avait fait Jacques Becker quelques années plus tôt avec Albert Simonin et Touchez pas au Grisby. Donc Claude Sautet considère ce film comme son premier. Au générique, Lino Ventura, mais aussi un jeune premier qui vient de faire pratiquement à la même période À bout de souffle de Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo. On va écouter un son où on entendra Claude Sautet parler de ce premier film, Classe to Risque. Au départ, je ne pensais pas faire un film de gangster. Mais quand j'ai lu le roman de Giovanni, et quand j'ai connu Giovanni, j'ai changé tout à fait parce que j'ai été séduit par la façon dont il décrit ses personnages, ces gangsters, qui ne sont pas des mannequins. Ces gangsters sont des gens qui font leur métier de gangster avec une extrême violence, mais qui sont aux prises avec des problèmes familiers. Ils ont des femmes, des enfants, ils sont très sentimentaux. Et le contraste entre leurs sentiments et leur violence les sert dans un étau qui fait tout l'intérêt du roman, et c'est pourquoi j'ai fait le film. Nous venons donc d'écouter Claude Sautet sur la promotion de son film Classe to Risque, où on comprend assez bien ce qui a motivé le réalisateur pour faire ce film aux côtés de Lino Ventura. C'est vraiment que le contenu du roman de Giovanni n'est pas seulement celui d'un film noir, mais est aussi ce qu'on pourrait qualifier peut-être de drame social, où j'ai envie de dire que c'est un peu les Sopranos avant l'heure. C'est-à-dire que derrière un truand se cache aussi une vie sentimentale, une vie de famille, et c'est ce qu'a voulu explorer ici Claude Sautet dans Classe to Risque. Oui, effectivement. Déjà, il joue sur cet effet de contraste entre le côté un peu hiératique du film de gangster, où généralement on parle peu et on exécute, disons, et puis toute cette part indicible de sentiments
et de perte qui est porté par Lino Ventura. Il y a aussi déjà en germe plein de thèmes qu'on retrouvera dans les films qui suivent, c'est-à-dire l'amitié entre deux hommes, et notamment celle qui lie Davos, qui est interprété par Ventura, à Stark, Eric Stark, qui est interprété par Belmondo, le jeune truand, Belmondo, tout frais, magnifique, et le vieux truand, là, fatigué, seul, et qui est en passe de tout perdre, ses amis, sa famille, ses enfants. Et il y a effectivement ce contraste assez étonnant dans les films de Sauté, qu'on verra plus tard dans Max et les Ferrailleurs, c'est-à-dire ce côté contradictoire des personnages qui sont à la fois, attachants et monstrueux. Et j'en veux pour preuve, et c'est une anecdote qui m'a beaucoup retenu concernant Classe Tourisque, c'est que ce livre de José Gioviani est en fait tiré d'une histoire vraie et d'un véritable personnage qui s'appelait Abel Danos. Et Abel Danos, c'était un vrai truand d'après-guerre, mais qui, pendant la guerre, était un tortionnaire qui travaillait pour la Gestapo. Et Claude Sauté a toujours dit qu'il l'ignorait au moment de réaliser son film, qu'il ignorait le passé d'Abel Danos. Et c'est pour ça qu'il s'est permis ce côté sentimental. Mais c'est quand même étrange de faire d'un personnage qui a été un tortionnaire, un tyran, un salaud, un être qui nous touche comme ça. Donc il y a toujours ce côté paradoxal chez Sauté, qu'on reverra vraiment dans le personnage de Max, dans Max et les Ferrailleurs, dont on va parler tout à l'heure. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement cette amitié virile qui se construit entre le personnage de Ventura et de Belmondo, mais aussi une amitié finie ou finissante avec les anciens associés de Ventura, où on est à un moment pivot où se crée une nouvelle relation alors qu'une autre s'est terminée. Pour revenir un peu sur le propos du film et le contenu du film, c'est Lino Ventura qui est en cavale parce qu'il est recherché et condamné à mort par contumace, qui se retrouve dans le sud-est de la France, à Nice, et à devoir regagner la capitale. Il appelle à l'aide ses anciens associés, ses anciens amis, qui finalement lui envoient Philippe Stark parce qu'ils ont trop peur de se faire prendre avec lui. Donc on est ici, on touche au cœur un peu du cinéma de Sauté sur en tout cas ses amitiés viriles, puisque Ventura ne peut plus se tourner vers ses anciens amis et se crée une nouvelle amitié avec le personnage de Philippe Stark. Alors il y a effectivement ce thème de l'amitié entre hommes et la part congrue qui est donnée à la femme. On l'entendra d'ailleurs dans un extrait qu'on passera ensuite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes. Il y a toujours plusieurs mondes chez Sauté. Il y a le monde des bourgeois, le monde du peuple, le monde des hommes, le monde des femmes. Et c'est des mondes qui se rencontrent, mais qui sont jamais, qui d'une certaine façon ne s'interpénètrent jamais. Ils sont toujours isolés. Et effectivement, il y a la description de la fin d'un monde, une truanderie qui se réforme, et surtout ces vieux amis, ils se rangent. Ils prennent une femme, ils prennent un commerce, les vieux amis de Davos, mais lui, il n'a pas su prendre ce virage. Il est old school, il est toujours traqué, toujours inquiet, toujours angoissé. Donc il y a toujours ça, c'est aussi quelque chose qui restera dans le cinéma de Sauté, c'est-à-dire cette angoisse perpétuelle, ce caractère toujours inquiet de ces héros, jamais tranquille. Ventura dans Classe Tourisque, c'est vraiment le paradigme du héros intranquille. Et il y a aussi un autre point qui est important, alors pour changer de thème dans Classe Tourisque, c'est l'élégance de la mise en scène, qu'on retrouvera tout de suite, ce côté très classique et efficace de la mise en scène, avec des courses-poursuites, toujours très sobrement mise en scène, mais efficacement, cependant, mise en scène, de Milan, San Remo jusqu'à Menton, en passant par le bateau. Il y aura d'ailleurs la présence d'un bateau dans le film qui suivra. Et puis l'importance aussi de la musique. Et là, c'est Georges Delerue qui compose la musique de Classe Tourisque. Je ne voudrais pas quitter Classe Tourisque sans parler d'un acteur que j'adore déjà.
c'est Marcel Dalliot qui joue le rôle de Gibelin. Alors, les noms sont toujours importants. Gibelin, c'est un usurier dans le film et qui est extraordinaire. C'est évidemment l'acteur principal de La règle du jeu de Renoir, et là, il est évidemment beaucoup plus âgé, mais toujours aussi brillant. Donc, rien que pour la prestation de Marcel Dalliot, il faut vraiment voir Classe to Risque. Le film, il faut le dire, parce que maintenant, souvent, le film est présenté comme un coup de maître dès le départ, mais il est quand même un brin en dessous, un peu sec, d'un chef-d'œuvre quand même comme Touchez pas au Grisby de Jacques Becker. Avec Jean Gabin. Et avec Jean Gabin, et déjà Lino Ventura. Une des qualités c'est aussi... un film, oui, c'est Touchez pas au Grisby, il est rapprochable aussi de Classe to Risque, en un sens où Jacques Becker, effectivement, va chercher à sauvegarder le magot, à sauvegarder le Grisby, mais il s'intéresse surtout à une histoire d'homme, à une histoire d'amitié, quoi. Et alors, si dans Touchez pas au Grisby, il y avait un peu toute cette parlure des truands, il y a aussi quelque chose qui est remarquable dans Classe to Risque, c'est la sobriété des dialogues. Alors qu'à l'époque... on avait des dialogues très typiques, très accentués, très argotiques. Là, il y a une sorte de sobriété aussi des paroles qui fait tendre le film plus vers Melville que vers d'autres. Donc c'est un peu ce film entre deux, je dirais, entre Becker et Melville, qui est évidemment très intéressant de découvrir. Et puis, peut-être on peut le dire, tu as parlé de Jacques Becker, mais moi je trouve que Sauté, qui était un grand cinéphile, il a beaucoup regardé... Enfin, un grand cinéphile, je ne sais pas si c'était un grand cinéphile, mais il a beaucoup aimé le cinéma américain, notamment Howard Hawks et John Ford. Et il y a cette idée de mise en scène efficace, élégante, et aussi cette idée de scène typiques qui reviennent de film en film, surtout dans John Ford, la scène du bal, la scène, par exemple, du cow-boy qui part seul à la fin du film. Bah, c'est exactement la scène finale, d'ailleurs, de Classe to Risque, où Davos part seul, avec une voix off très sobre qui dira son destin. Oui, après cette évocation de Classe to Risque, on va écouter un dernier extrait du film où Ventura fait face à ses anciens associés, son arrivée à Paris après sa cavale entre Nice et Paris. Eh bien pour moi, vous voyez, Nice ou Paris, c'était pas pareil. Parce qu'à Nice, j'avais pas d'amis, tandis qu'à Paris, j'en ai. Riton, par exemple. Riton, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut tellement faire? C'est à Riton que je parle. Oui, mais moi, je suis sa femme. Eh bien, maintenant, sa femme, elle va aller s'asseoir là-bas et comme ça, on n'entendra plus. Abel. Ça me fait plaisir, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train d'expliquer à Denise que j'ai jamais été associé avec elle. Mais avec toi. Avec Jeannot. Avec Riton. Riton de la Porte. Mais pas avec sa femme. Bien sûr, mais c'est pas ça qu'elle a voulu dire. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Classe to Risque sort en 1960, quelques jours après À bout de souffle, et ne trouvera pas son public. Ce sera la ruine pour les producteurs avant une ressortie 3 ans plus tard qui permettra une meilleure exposition du film et un meilleur accueil public. Marqué par ce relatif échec, Claude Sauté file en Italie pour œuvrer en tant qu'assistant, encore, dans les studios de Cinecittà avec le soutien du producteur René Faujas. Durant cette période, il tente de monter plusieurs projets, mais en vain. Catalogué comme un réalisateur de polar, il ne parvient pas encore à faire entendre sa voix. Il retourne un film avec Ventura, de nouveau un polar, L'arme à gauche, adapté de l'auteur américain Charles Williams. Le film sort en 65 et sera un nouvel échec commercial. Résigné, Claude Sauté retourne à son travail d'assistant, mais se fait un spécialiste de la retouche de scénario, agissant comme on le dirait aujourd'hui en qualité de script doctor. Il fera le pont entre les scénaristes et les réalisateurs. Je m'étais aperçu, quand j'étais assistant, du hiatus qu'il y a souvent entre un scénario et la metteur en scène. Il y a des trous, parce que le scénariste n'est plus là, il s'en fout, parce que le scénario est livré, le metteur en scène ne sait pas comment s'en tirer. Alors j'ai commencé à travailler comme ça, c'est-à-dire à
à chercher le rapport, en comment modifier un scénario fini par rapport à la personnalité d'un metteur en scène. Puis petit à petit, ben oui, je suis devenu co-scénariste, et puis ça m'intéressait, ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien voir des cinéastes qui avaient des problèmes, parce que c'est un problème. Quand on veut exprimer une chose qui est confuse, qui est abstraite, comment la rendre concrète. Alors ça m'a passionné, j'ai fait ça, oui, pendant près de 8-9 ans. Docteur Sauté pour les uns, le ressembleur de scénario pour Truffaut. Sauté se fait une spécialité du travail de scénario. Ce n'est donc pas une surprise si le retour de Sauté derrière la caméra se fait avant tout sur un coup de foudre scénaristique. Oui, c'est par l'intermédiaire de Jean-Loup Dabadi, donc Claude Sauté tombera sur le script des choses de la vie. En fait, Jean-Loup Dabadi avait été sollicité par Paul Guimard, qui avait écrit ce livre, ce texte plus ou moins biographique des choses de la vie, et Jean-Loup Dabadi devait s'atteler donc à sa scénarisation et demande l'aide de Claude Sauté. Donc ça, c'est vraiment une constante dans l'œuvre de Sauté. Il est toujours la personne qui est en retrait et qu'on vient demander. On vient lui demander, donc Lino Ventura vient lui demander de faire un film, Jean-Loup Dabadi vient lui demander. Et lui, c'est jamais lui qui va au départ, c'est qu'on vient le solliciter, et c'est à partir de cette sollicitation qui peut créer. Et on l'entend d'ailleurs dans ses interviews, il dit « Moi, j'aimais bien voir comment les autres étaient confrontés à des problèmes. » Bon, ça, c'est important de le voir, parce que c'est vraiment aussi la position du héros du film de Claude Sauté. Le héros qui est en retrait, qui regarde les autres avec leurs problèmes et qui va agir à partir de ce moment-là. Typiquement Piccoli dans Max et les Ferrailleurs, mais encore Daniel Auteuil dans Un cœur en hiver. On en reparlera. En tout cas, Claude Sauté, en lisant le texte de Jean-Loup Dabadi à partir des choses de la vie, est très touché par le sujet. Il a l'impression vraiment que ça le concerne et demande à Dabadi de se voir confier la réalisation du film. Et voilà comment quelque chose va se cristalliser, il va muer et se débarrasser de son image de réalisateur du polar pour créer quelque chose d'autre qui lui ressemblera peut-être encore plus et qui ressemblera à toute une époque. C'est vraiment la naissance d'une troupe. Oui, Les choses de la vie, c'est vraiment la naissance d'une décennie cinématographique pour Claude Sauté. Ces deux derniers films, il avait mis 5 ans entre chaque film à les faire. Et dans les années 70, quelque chose se débloque. Et on retrouve donc Les choses de la vie en 70, Max et les Ferrailleurs en 71, César et Rosalie en 72, en 74, Vincent, François, Paul et les autres. Donc il va tourner très vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va fonctionner tout le temps avec les mêmes personnes, sur les mêmes thèmes. Il va s'attacher les services de Jean-Loup Dabadi, on l'a dit, de Philippe Sard. C'est la découverte du couple Romy Schneider et Michel Piccoli. Voilà, on sent que ça y est, Sauté a trouvé son sujet. C'est pas tout le temps les mêmes personnes, mais c'est une base, disons. C'est comme une recette où il y a toujours de l'œuf, de la farine et de la farine. Mais après, il est quand même ouvert à tout un tas de nouveaux acteurs qui viendront enrichir la troupe, toujours au fur et à mesure que les films ponctueront la décennie. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces ingrédients de base, disons, pendant toute cette décennie, Dabadi, Sard, Piccoli, Schneider. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut entendre Sauté nous dire comment il a rencontré Romy Schneider. C'est le hasard qui fait que je me suis trouvé au studio de Billancourt et que j'ai vu deux femmes qui sortaient du restaurant, et une qui avait une intensité particulière. J'ai demandé qui c'était, on m'a dit mais c'est Romy Schneider. Et ça m'avait tout à fait frappé parce que je ne l'ai pas reconnue. Elle était coiffée avec des lunettes, je ne l'ai pas reconnue. Et comme à l'époque effectivement je cherchais le rôle de la deuxième femme dans Les choses de la vie, j'ai eu l'impression immédiate de me dire c'est pas la peine de chercher, c'est sûrement cette femme. Il m'a dit, il a vu le Sicile, il m'a menti, il m'a dit ça beaucoup plus tard, il les a jamais vus. Et c'est très bien qu'il m'a avoué plus tard qu'il les a pas vus. Il n'avait jamais rien vu. Les choses de la vie sort en 1970.
L'accueil est triomphal, 3 millions d'entrées, sélection cannoise et prix Louis Deluc à la clé pour Claude Sauté. La bande originale est un franc succès avec notamment la chanson d'Hélène composée par Saab et Éric Dabadi qui ne figure même pas dans le film. À la suite du film, Sauté se voit proposer l'adaptation d'un roman de Néron, Max et les Ferrailleurs. Les producteurs du film pensent d'abord à Montand, Jobert ou encore à Delon et Deneuve pour interpréter le couple phare du film, mais Claude Sauté choisit finalement de reconduire le couple des choses de la vie. Je voudrais quand même revenir sur ce témoignage de quand j'écoutais Claude Sauté parler de la première fois où il a vu Romy Schneider. Il le dit très bien, il dit 2 femmes sortaient d'un restaurant. Et cette scène-là, c'est la scène dans Un cœur en hiver où Daniel Auteuil voit Emmanuel Béard sortir du restaurant avec son ami accompagné d'André Dussolier et où il dit à Elisabeth Bourgine « Ah voilà, il est touché par la grâce ». Mais il y a vraiment ça dans les films de Claude Sauté, c'est-à-dire que les hommes et les femmes se comprennent, ou se comprennent pas, ou croient se comprendre, en tout cas du premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rapport très rapide qu'on voit dans ces films où le contact s'établit et hop, c'est ça, il n'y a plus besoin de chercher, comme il dit. Mais bref, revenons dans Max et les Ferrailleurs, qui est un film, alors on disait que c'était fini, c'en était fini des polars, mais c'est quand même un film un peu hybride, il reste encore quelque chose du polar dans ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Sauté. Bon, on a parlé de cette décennie, il a voulu le faire, je crois qu'il avait le projet bien avant Les choses de la vie, et puis le succès des choses de la vie lui ont donné un peu de latitude, et donc il a ressorti ce projet qui est très personnel, et comme souvent chez Sauté, un peu, comment dire, tordu. Il y a quelque chose de tordu dans ce film, on ne sait pas très bien par où le prendre. L'histoire est simple, c'est Max, interprété par Michel Piccoli, joue un flic très probe, très sûr de lui, mais qui commence à être un peu ridiculisé par ses collègues parce que au moment d'un hold-up, il arrive trop tard et le hold-up s'effectue. Donc, il va commencer, l'idée germe alors qu'il rencontre un ancien ami de service militaire, de l'armée, de finalement manipuler des petites frappes pour qu'ils en viennent à faire un hold-up. Et finalement, il construira mentalement, presque de façon théorique, un hold-up, et il incitera, par le biais d'une femme, interprétée par Romy Schneider, ces ferrailleurs, un peu paumés, un peu comment dire... des gens qui n'ont pas été pris dans le wagon des 30 Glorieuses, quoi, un peu des largués des 30 Glorieuses, et les incitera finalement à commettre un crime afin de pouvoir parachever son œuvre. Alors, pouvoir faire ce fameux flagrant délit qu'il a raté au début. Alors, parachever son œuvre, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un film assez compliqué. C'est-à-dire que Max, en fait, c'est aussi quelqu'un qui a réussi dans la vie. Disons que quand il rencontre Abel, alors il s'appelle Abel, comme Lino Ventura d'ailleurs dans Classe Touriste. Et bon, c'est un ami de l'armée qui, lui, n'a pas évolué socialement, est resté un peu en bas. Et donc, il y a cette idée de frères, ils s'entendent bien, on sent qu'ils ont eu une complicité. Abel et Caïn, et il y a cette idée de manipuler finalement la classe ouvrière, disons, pour accomplir une politique du chiffre, pour accomplir une histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que Max a un fantasme, il a une histoire, et il va se servir finalement de la classe populaire pour interpréter son histoire. Et c'est là où ça devient passionnant. Claude Sauté disait qu'il voyait la métaphore de la tyrannie politique, soit du communisme, ou de la terreur révolutionnaire, et que Max, c'était Maximilien Robespierre. Mais on peut aussi y voir la figure du réalisateur. L'archétype même du héros du cinéma de Sauté, c'est-à-dire le héros un peu vide, qui est bourgeois, mais qui culpabilise, qui sent que la vie lui échappe, et qui veut la faire jouer. C'est-à-dire qu'il y a cette perversité,
c'est pas vivre, c'est capter la vie des autres. Ce flagrant délit dont tu parlais. Et oui, il y a quelque chose de vampirique. D'ailleurs, c'est ça, toujours blanc. Voilà. Piccoli est blafard complètement dans le film, dirait Nosferatu, et il va se nourrir de la vie des autres, de ce jeu qui se construit, de ce théâtre qu'il se construit lui-même. Il y a déjà un cœur en hiver dans Max et les Ferrailleurs, hein. Moi je trouve, c'est-à-dire que Max a beaucoup de rapports avec le personnage interprété par Daniel Auteuil, c'est-à-dire ce retrait. Daniel Auteuil aussi est blafard, et c'est un regardeur, c'est quelqu'un qui veut pas jouer le jeu, mais qui veut quand même avoir les bénéfices du jeu. Il veut le beurre et l'argent du beurre, il veut pas se compromettre, et il veut que les autres le fassent à sa place. Cependant, et c'est là où la femme va jouer un rôle dans le cinéma de Sauté, particulièrement dans Max et les Ferrailleurs, il y a Lily. Pour articuler ce hold-up, il va passer par l'intermédiaire de Lily, qui est l'amie, la petite amie d'Abel, mais qui est aussi une prostituée. Et comme souvent dans les films de Sauté, il y a une dimension tarifaire à l'amour entre le héros et la jeune femme, à tarifaire, même quand l'amour n'est pas consommé, mais on le verra avec Mado, Nelly et M. Arnaud, enfin voilà, il y a des rapports entre hommes et femmes. Dans Max et les Ferrailleurs, l'amour n'est pas consommé. Mais... Tout à fait. Dans Max et les Ferrailleurs, l'amour n'est pas consommé, comme dans Un cœur en hiver entre Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, mais le héros qui avait tout prévu est pris, hein, par l'amour, c'est-à-dire qu'il a été pris par l'amour, et bon, on va pas raconter la fin du film, mais elle est très forte, je trouve, cette fin du film. Donc, ce qu'il y a dans le cinéma de Sauté, je trouve, moi, c'est un peu, quand même, c'est un cinéma qui est travaillé par une dimension de culpabilité, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir à travailler, à voir les autres, à essayer de les comprendre, à les manipuler, à les regarder, mais en même temps, il y a ce sentiment que on joue pas le jeu. Nous, on joue pas le jeu. C'est vraiment la position du réalisateur. Pour le coup, c'est assez nouveau dans le cinéma de Sauté. Après, là, il aura fait que c'est son 4e film. Mais c'est peut-être son film le plus pervers, où on verra après César et Rosalie, ou avant Les choses de la vie. Les personnages subissent plus qu'ils ne sont acteurs, et sont emportés par le flot de la vie, par leur flot amoureux. Là, ici, on a vraiment le personnage de Michel Piccoli qui va manipuler, et qui est un pervers dans toute sa splendeur. Ce qui donne peut-être un cachet supérieur à ce film. On peut voir les choses comme ça. C'est vrai que les films de Sauté ont une teinte différente, un style, une mélodie à chaque fois différente, parce qu'ils sont très musicaux, et donc il y a beaucoup de différences dans les films de Sauté. Mais moi, je pense que la figure de l'ange exterminateur que représente Max, finalement, peut se retrouver à un niveau ou à un autre. Parfois, il ne passe pas à l'acte, parfois il n'est pas une figure mauvaise, mais d'ailleurs Max n'est pas forcément une figure intégralement mauvaise dans le film, notamment dans les scènes avec Romy Schneider, et bon, enfin bref, on va pas raconter tout le film, mais cette figure de l'ange exterminateur, c'est-à-dire de cet homme qui voit les autres mieux que personne, mais qui joue pas le jeu, et qui se sent coupable, moi je crois qu'elle traverse tout le cinéma de Sauté, et qu'on peut la repérer pratiquement dans tous ses films. En cela, moi je pense que, quoi qu'on en dise, et ça on pourra en reparler, il y a quelque chose de la culpabilité, de la névrose bourgeoise, peut-être d'avoir... en tout cas dans Max et les Ferrailleurs c'est explicite, Max a réussi socialement, alors que Abel n'a pas réussi, et c'est pour ça qu'il le trahit. Donc cette culpabilité un peu de transclasse. Mais c'est l'objet de leur première discussion en plus. Enfin, c'est l'objet de leur première discussion. Qu'est-ce que tu deviens ? Toi t'as réussi, moi pas du tout. Je fais des petits casses, des petites embrouilles. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là, par cette différence de classe, comme tu l'as expliqué au début de l'analyse, que le personnage de Max va pouvoir manipuler toute cette petite troupe. Du haut de son statut de faux banquier et de vrai flic, il va pouvoir manipuler cette petite troupe et réussir à persuader Lily, qui persuadera elle-même Abel de faire un casse. Je te propose qu'on écoute un extrait du film qui explicite bien ça. Oh la vache.
que tu as? Crevé. Tout ça pour rien, parce qu'avec tout ce que je dois à un impôt, je vais encore rien toucher ce coup-ci. Tu te plains de ne pas avoir d'argent, mais tu ne fais rien pour en gagner. Et quand je t'en propose, tu refuses. Je suis peut-être tombé tout en bas, mais pas jusque-là. Alors gagne-en tout seul. Va le chercher où il y en a. C'est pas dans tes chantiers minables que tu vas le trouver. Tu le sais, Abel, il faudrait bien qu'un jour tu t'enlèves ça de la tête. L'argent est dans les banques. T'as qu'une banque. C'est marrant, toi. Je ne suis pas marrante, Abel. Et toi, t'es pas marrant non plus. Qu'est-ce qui se passe? Je veux te dire, Abel, que tu ne peux pas continuer comme ça. Et j'ai peur de ne pas pouvoir continuer non plus. Continuer quoi? Passer toute la vie avec un homme résigné. Un homme qui mijote jour et nuit comme un légume. C'est pas pour l'argent, Abel. C'est pour toi. Peut-être un extrait de Max et les Ferrailleurs, où on entend Abel, interprété par Bernard Fresson, et Lily, par Romy Schneider, avoir une conversation qui dit bien où est arrivée leur relation après l'intervention de Max, Michel Piccoli, la figure du trio amoureux, évidemment, trio amoureux et musical, extrêmement présente dans le cinéma de Claude Sautet, qui file tout son cinéma. Donc là, on voit un peu le début de désamour de Lily pour Abel. Cette scène se passe dans une voiture. Bon, il y a aussi une sorte de topos dans les films de Claude Sautet, mais jusqu'au bout, je crois jusqu'à la dernière, jusqu'à Nelly et Monsieur Arnaud, son dernier film, c'est les scènes dans la voiture, avec ces fameux paysages en transparence. Vous savez, la technique, enfin tu connais, Yann, cette technique qu'on voit aussi dans les films d'Hitchcock, dans nombreux films hollywoodiens, où les acteurs sont dans une voiture filmée et les paysages derrière sont rétro-projetés et bougent en même temps que la voiture. Bon, ça, c'est vraiment dans tous les films de Sautet, il y a une scène dans une voiture, comme ça, comme une scène un peu de carrosse ou de diligence dans les westerns. Donc, très belle scène. Au-delà de ça, il y a même une volonté de Claude Sautet, ou en tout cas, on voit souvent qu'il filme derrière les vitres, comme pour mieux enfermer certains de ses personnages. Ça arrive souvent prendre le prétexte des salles des cafés ou des choses comme ça, mais dans Max et les Ferrailleurs, par exemple, il y a beaucoup de scènes où Max est filmé derrière une vitre, derrière quelque chose qui le mettrait en dehors même du passage de la rue ou de la vie. Qui sépare et qui montre aussi l'incommunicabilité entre les personnages, c'est-à-dire c'est vraiment ça le cinéma de Claude Sautet, c'est que chaque personne derrière une vitre, quoi. Mais on se retrouve, et c'est ça un bar en fait, et on se retrouve dans ce jeu de reflets, dans cette division sociale, quoi, d'une certaine façon. Alors, et après donc Max et les Ferrailleurs. Max et les Ferrailleurs, c'est un nouveau grand succès pour Claude Sautet, qui s'installe vraiment comme l'un des réalisateurs importants de sa décennie, et il va confirmer ça avec peut-être son film le plus célèbre aujourd'hui, César et Rosalie, un triangle amoureux avec une nouvelle fois Romy Schneider, mais aussi Samy Frey et Yves Montand. Oui, bah alors César et Rosalie, franchement, il faut que j'en parle, parce que c'est un film... Moi, je suis né en 1973, donc c'est un film que mes parents ont vu et revu, et que moi je voyais par cet intermédiaire à la télévision française tous les ans. Et je voyais, il faut comprendre, quand on est enfant, voir le visage de sa mère ou de son père. C'est comme s'il se regardait dans un miroir. Il y avait quelque chose d'extrêmement au diapason avec l'époque dans les films de Sautet. Il faut comprendre le succès de Sautet à cette aune-là. Il décrivait une génération de Français en plein dans les 30 Glorieuses qui accédaient à une sorte d'opulence et qui en même temps étaient dans une sorte d'insatisfaction. Bon, César et Rosalie, c'est vraiment ça, ce miroir. Et ce qui faisait que pendant longtemps, j'ai vu Claude Sautet comme un cinéaste qui s'adressait aux Français, qui ne s'adressait pas au cinéma, en fait. C'était quelque chose de sociologique, en fait. Et il faut comprendre que pendant que Claude Sautet faisait son œuvre,
il y avait Fassbinder en Allemagne, il y avait Piala, il y avait Eustache, et Piolet, Sauté était plus lapsus, Sauté était plus considéré comme quelqu'un qui donnait des nouvelles des Français, quoi. Il y avait une dimension sociale à son cinéma et qui a longtemps occulté la dimension artistique, quoi. Bon, César et Rosalie. Oui, c'est vrai qu'il a souvent été caricaturé comme le cinéaste des années Pompidou, Giscard. Ce qui était vrai, c'était caricaturé, mais en même temps, c'était vrai. Ce succès, là, l'attesté. Moi, j'ai pu voir que c'était plus, finalement, c'était plus que du cinéma. C'était quelque chose d'un peu narcissique, quoi. Et donc, ça lui a été reproché. Enfin, les Français se regardaient narcissiquement dans ces films. Moi, je dirais que c'est vrai que c'était pas enfin, finalement, c'était à tort qu'on a dit que c'était un cinéaste de la bourgeoisie. Parce que c'est vrai qu'il y a le mauvais fils, enfin, et il y a des ouvriers dans les films de Sauté, il y a toutes les classes sociales. Oui, il y a Mado, par exemple. Mais c'est quand même un cinéaste bourgeois. Je crois que ça, on pourra pas s'en sortir. Ceux qui disent que c'est pas un cinéaste bourgeois ne sont pas sincères, quoi. Je veux dire, lui-même, quand il se représente dans son autoportrait final, Nelly et Monsieur Arnaud se représentent en grand bourgeois. Et c'est une sorte de bourgeois honteux et qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Donc c'est ça le cinéma de Sauté. Bon, on en reparlera peut-être, mais le film qui suit César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres, c'est vraiment ça. Oui, qui est une nouvelle adaptation de Néron. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que Claude Sauté est arrivé à la réalisation, en tout cas dans ces années 70. Il est né en 24, assez vieux. Il a jamais été un réalisateur jeune. Et on peut penser, en tout cas, qu'un réalisateur jeune prendrait peut-être plus de risques ou serait moins bourgeoisé. Tandis que lui, il est arrivé déjà à des âges où on a déjà fait carrière. Ce qu'il a fait lui d'ailleurs, dans sa carrière au cinéma, où il n'a jamais eu de velléité de faire de la réalisation, donc ça se ressent peut-être aussi dans son cinéma. C'est pas un cinéaste de l'enfance, c'est pas un cinéaste jeune, c'est pas l'irruption. Quand il fait Classe Touriste, qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pas À bout de souffle. Et À bout de souffle, c'est aussi un film policier. Et c'est aussi. Mais qui est un film contemporain, parce qu'ils sont sortis. Ils étaient ensemble à l'affiche au même moment à Paris. Et non, ça a toujours été un cinéaste vieux. Et c'est pour ça qu'il a toujours peur de la ringardise. D'ailleurs, il le dit. Il se sent toujours au bord de la ringardise. Et il doit s'adapter à l'époque. À un moment, c'est un débat carrément dans Vincent, François, Paul et les autres entre le personnage qui est interprété par Michel Piccoli et Serge Reggiani. C'est-à-dire que la fameuse scène du roast beef. Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on doit s'adapter à l'époque? Et finalement, quand on est jeune, la jeunesse c'est ça, c'est de dire je ne m'adapte pas, je suis jeune, je vis. Mais Sauté, lui, a toujours été confronté à cette histoire quand même de mode, et c'est pour ça qu'il a sans jamais changer, tout en faisant son cinéma de vieux bourgeois, il s'adapte et comprend les autres, les regarde, et en ce sens-là, c'est intéressant. Mais il n'a pas la force d'irruption, cette impression de fracas qu'a pu avoir le cinéma de Fassbinder, par exemple. Et c'est assez intéressant là que du coup tu parles de ringardise, et ça va nous permettre de rebondir, en tout cas de sa peur de virer au ringard, parce que après César et Rosalie, il va poursuivre, donc on l'a dit, avec une nouvelle adaptation de Néron, avec Vincent, François, Paul et les autres, avec un superbe casting, Yves Montand, Piccoli, Reggiani, Depardieu. Il va continuer en 76 avec Mado, 78 Une histoire simple, 80 Un mauvais fils, donc il va tourner énormément, jusqu'à Garçon, avec Yves Montand, qui interprète Alex, un ancien danseur de claquettes et qui est un garçon de café dans une grande brasserie parisienne. Il va suivre du coup ce garçon de café, ça va être le paroxysme de ce qu'a toujours voulu faire Sauté, de filmer les cafés, les groupes, de filmer une certaine chorégraphie. Presque une caricature de lui-même. Mais c'est ce qu'il avouera. Et Garçon, c'est vraiment en 83 le film qui va lui faire dire qu'il est parti un peu trop loin ou dans la mauvaise direction, et il dira qu'il a besoin de renouveau. Il dira qu'il se sentait au bord de la ringardise, et tout ce qu'il avait dit
jusque-là, n'avait plus besoin d'être. Donc on sent vraiment qu'avec Garçon, il ferme un chapitre et il va même délaisser la réalisation. Il va se mettre un peu à l'écart du monde du cinéma pour faire de la publicité notamment. Je ne sais pas s'il y a de profession plus bourgeoise que la publicité. Il va se mettre à faire de la publicité et finalement, en 88, on va encore une nouvelle fois revenir le chercher pour quelques jours avec moi. Tout à fait, c'est un de ces films les plus intéressants selon moi, qui marque le début d'une nouvelle période, avec, alors il change ses acteurs, change d'équipe en termes de comédiens, il change aussi de scénariste, il va travailler avec Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre, Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre. Par contre, il garde, et à juste titre, je pense, Philippe Sard à la musique, qui composera pour quelques jours avec moi, selon moi, une de ses plus belles musiques. Que vous avez pu entendre au générique de cette émission. Voilà, et donc là commence une nouvelle période dans la carrière de Claude Sauté. Je parlais de nouveaux acteurs, eh bien, à Michel Piccoli se substitue Daniel Auteuil dans le rôle du bourgeois un peu rêveur, toujours en décalage. Et puis vient Sandrine Bonner dans ce film-là, qui fera qu'un seul film, parce que alors que justement elle sortait À nos amours de Maurice Pialat, qui est une façon de travailler complètement différente de Claude Sauté, et elle a beaucoup souffert, je crois, pendant le tournage de Quelques jours avec moi, si bien qu'elle laissera la place ensuite à Emmanuel Béard, qui prendra une place très importante dans les derniers films. Mais revenons sur Quelques jours avec moi. L'histoire du film, alors c'est 1988. Les teintes du film sont différentes. C'en est fini définitivement des 30 Glorieuses. Les teintes sont plus pastel. Et puis c'est un retour à la province. Alors Daniel Auteuil, qui s'appelle Martial, est une sorte de riche héritier. Sa mère, c'est Daniel Darieux, d'une chaîne de supermarchés, mais à tout avoir, il déprime, quoi. Et il est dans une sorte d'institution hospitalière. Et au début du film, il sort effectivement d'une maison de repos. Le film démarre là-dessus, voilà, sur la sortie de Daniel Auteuil. Maison de repos. Donc voilà, en retrait, le bourgeois un peu neurasthénique. Et puis, mais lucide. Alors, c'est toujours ça, il y a un peu cette complaisance dans les films de Sauté, c'est le héros, il sait, mais en même temps, il veut pas savoir, il est dans cet entre-deux, toujours. Mais le film va prendre, Claude Sauté va perdre avec l'arrivée de Jacques Fieschi son côté un peu sérieux et tragique, et va prendre un tour comique, tout à fait réussi, je trouve. Martial est envoyé en province, à Limoges, pour aller inspecter un des supermarchés de la chaîne dont il est l'héritier, et ce supermarché est dirigé par Jean-Pierre Mariel, qui est vraiment là dans un de ses plus beaux rôles, et on peut peut-être entendre un extrait du film où Martial arrive à Limoges et est invité à manger chez Jean-Pierre Mariel et Dominique Lavanant, son épouse, notable de province. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout, au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques, le timbre des voix... Ça devient comme une sorte de musique rassurante. Un peu comme quand on est à l'étranger, qu'on ne comprend pas la langue. On regarde les visages. Ah oui, mais ça c'est tout à fait exact. Tu te souviens, Irène, de notre voyage en Tchécoslovaquie? De ce dîner mortel où on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait? Eh bien, le soir, dans notre lit, nous nous sommes régalés à reconstituer une galerie de portraits saisissants, en détaillant chaque nez, chaque oreille, le grain de la peau, les points noirs, l'œil. Si révélateur. Oui, je trouve cet extrait vraiment très significatif du film, où on entend Daniel Auteuil toujours dans cette position de retrait, et puis quand on l'interroge, avoir ce côté un peu jugeant, Flaubert... Il se place clairement au-dessus de la mêlée. Voilà, Flaubertien,
en désignant les gens qui l'entourent comme des provinciaux qui enfilent des clichés, parlent presque une langue étrangère. Il y a ce côté flaubertien, oui, puisque c'est vraiment ça, dictionnaire des idées reçues. Mais, et c'est là où le film devient très fort, à cela, la réaction de Jean-Pierre Mariel, qui fait « Ah oui, tout à fait, c'est vrai, les étrangers. » Il fait mine de ne pas comprendre, d'être plus sot qu'il l'est. Mais en fait, on comprendra à travers le film que cette idiotie est beaucoup plus intelligente que toute la finesse et la culture bourgeoise que représente Daniel Auteuil. Donc, il y a toute cette ambiguïté, encore une fois, du héros de Claude Sautet, où on dit, bah oui, c'est lui le héros, c'est lui qui souffre. Mais en fait, quand il arrive dans cette ville de Limoges, c'est lui qui manipule, encore une fois. Il s'arroge les services d'une boniche, interprétée par Sandrine Bonner. Il loue un grand appartement bourgeois vide, à son image. Il organise des bals costumés. Enfin, il fait un peu son roi, mais il va s'apercevoir qu'il y a dans toute cette petite cohorte provinciale beaucoup plus d'humanité que dans le conseil d'administration de l'entreprise qu'il hérite. Et puis surtout, il va avoir quelque chose de très fort. Moi, je crois que le film de Sautet, et encore une fois, là, il faut parler de John Ford, a un double inavoué, c'est Qui a tué Liberty Valance. Alors évidemment, on n'est pas dans la même catégorie de film. Qui a tué Liberty Valance, c'est un classique du cinéma, mais le principe est le même. Daniel, c'est un peu James Stewart qui arrive dans l'Ouest, et puis Vincent Lindon qui joue le rôle de Fernand, un ouvrier un peu au chômage, qui est amoureux, ils sont amoureux de la même femme, comme dans Liberty Valance, et qui va être obligé de faire les bases œuvres de ce bourgeois qui aime vivre un peu par procuration finalement, hein. Et là, il va, pour une fois, avoir l'occasion de se compromettre, de vivre vraiment. Et c'est un peu comme si Max, plutôt que de manipuler la classe ouvrière, s'encanaillait. Et les scènes de bar sont très belles. Je trouve que le film est très drôle et il garde tout cet aspect tragique, un peu contourné des films de Claude Sautet. C'est selon moi vraiment un de ses meilleurs. Il y a toujours cette dialectique. Mais clairement, mais après cet apport de la comédie, je pense que, ouais, effectivement, tu l'as dit, on le doit au nouveau scénariste, Jacques Fieschi, et peut-être même à Jérôme Tonnerre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à garder cette tragédie, mais en y mettant une comédie, et c'est assez appuyé, assez marqué. On a le personnage interprété de Stéphane, interprété par Daniel Auteuil, qui va se faire rencontrer des gens qui ne doivent pas se rencontrer. Donc il y a la haute bourgeoisie de Limoges qui va rencontrer, entre guillemets, la fange limousine. Et c'est ça cette non-mixité, ce cataclysme, il va faire exploser les codes, et il va s'en amuser, et il va aussi, ça va lui exploser un peu la figure. Puis il y a aussi, cette idée, moi, que je trouve très belle, c'est-à-dire que donc cette idée province-Paris, mais aussi, surtout, retrouver les pieds sur terre. Il y a toujours ce côté, on l'oublie, mais dans le début du film de Quelques jours avec moi, Martial a une femme, en fait, avec qui il est toujours marié, mais qui laisse à un autre homme. Bon, il y a toujours ce côté un peu, comment on dirait, échangiste dans les films. Pas échangiste, mais triangulaire, hein, dans le désir de... Et d'ailleurs, même avec Lindon après, il y a ce côté triangulaire. Mais il y a aussi, je trouve, dans ce retour sur le plancher des vaches, ce retour à la réalité, quelque chose qui dit quand même les années 80, les années Mitterrand, c'est-à-dire l'écart de plus en plus affirmé entre les classes dirigeantes de plus en plus riches et de plus en plus inatteignables, et puis la petite bourgeoisie qui, elle, est restée au stade je dirais les romans de Georges Simenon. Et donc il y a deux mondes qui sont en train de se séparer et qui se retrouvent. Donc voilà, sociologiquement, ils sont en train de se séparer. Là, nous, on l'a vu, on le voit encore actuellement. Mais ce film, c'est comme une retrouvaille avant un grand adieu. Et puis, il y a aussi cette idée de justice sociale, c'est-à-dire la figure du cadre.
Dans le film, il y a une sous-histoire. Un des arcs narratifs du film, c'est que Daniel Auteuil, finalement, va devenir un Robin des Bois. D'ailleurs, dans le bal costumé, il y a un des personnages qui est habillé en Robin des Bois. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et qui va revenir à Paris au siège social pour dénoncer le comptable de sa mère qui escroque tout le monde. Et puis, de l'autre côté, la classe sociale, elle, va faire le ménage avec le personnage de Rocky, qui est une sorte d'escroc violent, qui maltraite plus ou moins Sandrine Bonner, vers qui justice sera faite, mais de façon, disons, différente et plus expéditive. Vous n'êtes que deux ? Oui, Et votre invité arrive à quelle heure ? il est là. Il se cache ? Non. C'est vous ? Moi ? Oui. Vous voulez dîner avec moi ? Vous aimez le champagne ? À quoi ça rime, cette histoire ? Vous me prenez pour quoi ? Vous croyez comme ça, pour venir faire une passe ? Il y a sûrement une agence en ville, spécialisée dans ce genre de trucs. Non, mais vous ne comprenez pas. Aussi, comme vous n'avez trouvé personne, vous rabattez sur la boniche. J'ai rien contre les bonnes, les pauvres. Il se trouve que j'en suis pas une. Je sais. Je voulais seulement dîner avec vous. Vous vouliez ? Et moi, je compte pour du beurre ? Vous m'avez pas demandé mon avis ? Vous avez raison. Mais je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour vous rencontrer. Vous connaître. Buvez juste un verre, après vous partirez si vous voulez. La rencontre de Sandrine Bonner et de Daniel Auteuil dans Quelques jours avec moi, sorti en 1988. Une nouvelle période s'ouvre donc pour Claude Sauté, qui poursuivra sa collaboration avec Jacques Fieschi dans Un cœur en hiver, sorti en 1992. Une dernière période qui se clôturera en 1995 avec Nelly et Monsieur Arnaud, Emmanuel Béard, Michel Serrault, un film qu'on pourrait dire testamentaire. Oui, de Claude Sauté. Autoportrait testamentaire, Nelly et Monsieur Arnaud. Je veux revenir sur Un cœur en hiver, parce que c'est un film qui est un peu paradigmatique du Sauté dernière version. C'est l'arrivée d'Emmanuel Béard dans son cinéma à l'endroit même, l'endroit iconique finalement où se trouvait Romy Schneider. Dernière muse, la forme du trio amoureux. La musique n'est pas de Philippe Sard, c'est lui qui la dirige et la coordonne, mais la musique est bien sûr de Ravel, avec les trios de Ravel qui ponctuent tout le film. Et évidemment qui métaphorise cet amour à trois entre André Dusselier, Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, on l'a dit tout à l'heure, dans cette figure de vampire vampire amoureux qui n'ose passer le pas. Souvent, on classe Claude Sauté dans la catégorie des cinéastes mélomanes. Chaque film, qu'on l'a dit, est une mélodie, un morceau de musique. Mais moi, je crois qu'il faut aussi appuyer sur son côté peintre. Il y a un côté pictural dans l'œuvre de Sauté, et notamment dans le Sauté de la dernière période, notamment dans Un cœur en hiver. Et sous la musique, il y a de l'image et de la peinture. La photo d'Ivangelo, faite d'une sorte de sfumato noir, avec des couleurs très profondes, rouge, bleu, évidemment évoque directement Léonard de Vinci. Il y a une référence explicite puisque à un moment on voit un bar et rien n'est au hasard dans un plan de Claude Sauté qui s'appelle La Belle Ferronnière, et j'invite nos auditeurs à aller voir sur internet ce tableau qui se trouve au Louvre de Léonard de Vinci. Ils comprendront tout de suite de quoi je veux parler, de la photographie du film, mais aussi d'Emmanuel Béard, de sa coupe de cheveux, de son visage. Donc je trouve qu'on gagnerait à voir en Sauté un peintre aussi. Alors c'est pas un grand maître, c'est pas du tout péjoratif de dire ça, parce que quand on s'intéresse à la peinture, bon bien sûr il y a les grands maîtres, mais les petits maîtres, et moi je crois qu'on pourrait, plus qu'à Léonard de Vinci, c'est peut-être un peintre flamand qu'il faut ce côté justement peinture bourgeoise, puisque c'était ça. Les peintres flamands, c'était des petites entreprises de peinture. Et qu'est-ce qu'ils filmaient, lapsus, qu'est-ce qu'ils peignaient ? Des intérieurs bourgeois, de la nature
domestiquer des scènes de taverne, des scènes de vie, des scènes de bar. Et je crois qu'il faut vraiment voir dans la peinture flamande telle qu'elle a été, telle qu'elle s'est produite elle-même en Europe, comme un événement culturel et économique, quelque chose qui peut rappeler le cinéma de Sauté. On le voit vraiment dans Un cœur en hiver. Voilà, ça c'est déjà dit sur Un cœur en hiver. Il y a ce côté chez Sauté, si on considère que Daniel Auteuil est le représentant de Sauté dans ce film, plus ou moins, on verra l'artisan luthier. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas lui qui joue. Comme dans Max, c'est pas lui qui joue la partie, c'est pas lui le violoniste, mais c'est lui qui fait l'instrument. Et donc, il y a toujours cette reconduction de cette position un peu ambiguë de Claude Sauté vis-à-vis des autres qu'on retrouve dans son cinéma. C'est une position de désir, hein, d'être désirant. Oui, il y a aussi cette position de celui qui a les cartes en main et qui manipule. Ouais. Comme dans Max et les Ferrailleurs, le personnage de Stéphane n'est pas dupe des émois qu'il crée chez Emmanuel Béard. Il en joue, il s'en amuse, il s'en défend peut-être, mais on est vraiment dans une histoire de manipulation et qui pourrait effectivement être apportée à Max et les Ferrailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Un cœur en hiver, on sent une volonté d'épure de la part de Claude Sauté, qu'on retrouvera encore plus sur Nelly et Monsieur Arnaud. Oui. On a l'impression qu'il veut resserrer ses personnages. On était encore en 88 sur Quelques jours avec moi, sur un film presque choral, oui, avec beaucoup de personnages. Sur Un cœur en hiver, sur Nelly et Monsieur Arnaud, on est sur un propos qui est beaucoup plus resserré, oui, sur une peinture des relations qui est beaucoup plus dans un cercle fermé. Tout à fait. On a ce trio d'Un cœur en hiver, et on a le duo de Nelly et Monsieur Arnaud, et plus ça va et moins on aura de personnages. Tout à fait, il y a cette sorte de vide qui s'installe peu à peu dans l'appartement de Monsieur Arnaud, hein, puisque Claude Sauté le dit lui-même. Vous savez, pendant le film, Monsieur Arnaud se débarrasse de sa bibliothèque et Claude Sauté il se délivre, en 2 mots. Il se délivre, donc il jette ses livres, il les donne. Et l'appartement redevient nu. Cette figure de l'appartement bourgeois nu, qu'on trouve déjà dans Le Mauvais Fils, et qu'on retrouve dans Quelques jours avec moi, et qu'on retrouve finalement dans Nelly et Monsieur Arnaud. Et en ce sens-là, je reviens... Qu'on retrouve aussi dans Un cœur en hiver. Un cœur en hiver, où il y a le personnage de Dussolier qui investit un nouvel appartement pour y vivre avec sa nouvelle compagne, Emmanuel Béard. Donc c'est vrai que c'est important, c'est ces appartements bourgeois qu'on va remplir ou vider et qui sont l'image de la psyché des personnages. Bon, il y a toute cette esthétique, tous ces lieux communs et intimes qui peuplent le cinéma de Sauté et qui sont comme des notes ou des figures qui travaillent picturalement. Donc on l'a dit, hein, le bar, l'appartement vide, la voiture, et puis une figure aussi revient, et là je pense qu'on pourrait quand même on peut pas parler de Sauté sans parler de ça. C'est celle qui est très picturale aussi, celle de l'homme qui regarde une femme endormie. Il y a ça dans Quelques jours en hiver, un moment où Martial, interprété par Daniel Auteuil, regarde Sandrine Bonner assoupie, Michel Piccoli avec Romy Schneider, mais bien sûr Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, et enfin Michel Serrault et Emmanuel Béard, où même il dessine dans l'air les courbes du corps de Nelly, qui se réveille furtivement, le regarde et se rendort, regarde, sourit et se rendort. C'est vraiment une scène très belle, très élégante, très sage aussi, hein. Franchement, moi, si j'avais quelque chose à dire de Claude Sauté, je reprendrais de son cinéma, je reprendrais la phrase qu'il a écrite sur sa tombe, qu'il a inscrite sur sa tombe, c'est « Devant la dissonance, gardez votre calme ». Et ben c'est ça le cinéma Claude Sauté, c'est un cinéma qui constate la dissonance de classe, de sexe. Les hommes et les femmes ne s'entendent pas, ils sont obligés d'avoir des relations contractuelles.
les pauvres, la différence de classe est inéluctable, la province, Paris, mais il garde son calme. Certains, avec leur cinéma, tentent d'intervenir, un cinéma d'intervention, tentent devant cette dissonance de mettre de l'harmonie, d'autres tentent de mettre encore plus de dissonance. Non, lui, il garde son calme. Il est dans cette position-là et il rend compte de cette dissonance avec un peu de mélancolie. Voilà. En tout cas, c'est un cinéaste qui mérite d'être découvert. En tout cas, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir tous ces films pour parler avec toi. C'était Conversation secrète, le podcast consacré au cinéaste Claude Sautet. On se retrouve bientôt, tout bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, pour cette fois s'intéresser au cinéaste Craig Zahler, toujours accompagné de Ismaël Davis. C'était un plaisir de converser avec toi. Merci. On se retrouve donc tout bientôt avec Craig Zahler. À bientôt, Yann.